Bonjour, je vais parler du 5e épisode de Watchmen. J'hésite, mais je pense pour moi que c'est pour l'instant le meilleur épisode de toute cette saison et de toute cette série du coup. On se concentre sur Looking Glass pendant quasiment tout l'épisode. Il y a un petit peu d'Ozymandias sur sa lune. Et vers la fin, au début un petit peu et vers la fin, il y a aussi un petit peu d'Angela et de Laurie. Mais surtout pour préparer en fait l'épisode suivant qui apparemment va se concentrer sur Angela, vu la fin qu'on a où elle absorbe toutes les pilules, donc le Nostalgia, avec apparemment tous les souvenirs, enfin tous peut-être pas, mais en tout cas beaucoup de souvenirs de Will, son grand-père. Ce qui nous laisse présager quand même pas mal de réponses dans l'épisode suivant. Mais déjà dans cet épisode, il y a beaucoup de réponses. Et le personnage de Looking Glass, qui est exposé avec, notamment au début, pour ceux qui n'ont pas aimé ne pas avoir la fin de Watchmen avec Snyder, là on a la fin de Watchmen, puisque on a l'arrivée du calamar ou du poulpe extradimensionnel factice dans New York, avec Looking Glass, donc dans les années 80, qui est encore un civil lambda, qui une espèce d'évangéliste qui prie pour, enfin qui pas qui prie mais qui démarche pour la fin du monde, ce qui d'ailleurs encore une fois crée des parallèles avec Rorschach. Il y a plein de parallèles avec Rorschach, notamment le fait qu'il annonce la fin du monde alors que Rorschach a un panneau qui annonce la fin du monde, le fait qu'il a des gros problèmes avec les femmes. Là déjà à cause de son aspect religieux sans doute, mais là on le voit aussi dans cet épisode que voilà, il y a aussi un trauma lié à cette séquence. Non seulement parce que bon, la femme l'a foutu à poil, presque violée en fait, mais toi tu sais que ça va pas aller jusqu'à l'acte, hein, parce que tu sais qu'il est en train de se faire avoir, c'est évident. Mais bon, lui il est un peu naïf et tout. Et ensuite, juste après ça, un événement qui est assez traumatisant dans la vie d'un jeune homme, juste après ça, t'as l'apocalypse qui lui tombe dessus. Donc ça lui en rajoute une couche par-dessus. Donc il a des problèmes avec les femmes, clairement. D'ailleurs, la façon dont il regarde la scène homosexuelle, tu te dis ah il y a peut-être un truc à pousser là-dedans, parce que Rorschach aussi est le gros problème de Rorschach, parce qu'on n'arrête pas de dire il est d'extrême droite, il est raciste et tout. Pour moi, Rorschach est pas raciste. Par contre, sur toutes les questions de sexualité, là oui, il est très proche, il est très à droite, voire très proche de l'extrême droite. Sur toutes les questions de sexualité, quand on lit les comics, c'est évident. Par exemple, quand il va voir Adrian Veidt au tout départ et qu'il aime pas trop ce qu'il entend, dans ses pensées, il dit « Ah, il est peut-être homosexuel, faudra enquêter davantage. » Donc, clairement, enfin, il a des soucis. À ce niveau-là, tout ce qui est sexualité, il aime pas trop, hein. Tout ce qui est les femmes aussi, tout ça, voilà. De ce côté-là, il a plein d'idées très à droite. Ça, il y a aucun souci. Par contre, sur la question du racisme, pour moi, Rorschach, j'ai jamais senti ça dans le personnage. Alors, c'est peut-être moi qui ai raté des trucs, mais pour moi, j'ai jamais senti le personnage comme ça. Alors oui, il y en a beaucoup qui sont de tout, hein, si on va dans le clan, les mecs sont à la fois homophobes, racistes, etc. D'accord, mais c'est pas parce que t'as un problème avec la sexualité que t'as forcément un problème avec les couleurs de peau différentes. Mais bon, voilà, parenthèse Rorschach fermée. Il y a des liens avec Rorschach simplement parce que c'est le seul à vraiment avoir un masque qui épouse son visage. Donc c'est un deuxième visage, et là en plus on le voit aussi dans cet épisode. Pour Rorschach, il y a vraiment Kovacs, c'est l'humain, le civil, et Rorschach, qui est le masque. Et pour lui, c'est vraiment une autre personnalité. C'est sa vraie peau, en fait, le masque. Et là aussi, il y a un truc un peu comme ça, puisque son masque est organique, en fait, avec le personnage. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un truc qui évoque sa peur, puisque c'est un matériau qui est censé le protéger des psych blasts, donc des trucs, comment dire, des chocs psychiques, je vais dire comme ça, chocs mentaux provoqués par les calamars extradimensionnels. Mais c'est aussi en lien avec le trauma qu'il a au départ, puisqu'il est dans une galerie des glaces. Donc c'est un truc vraiment qui est organique avec le personnage, qui lui va vraiment bien. Bon, il y a aussi des parallèles un peu moins importants. Par exemple, il bouffe un truc de bean, et c'est ce que bouffait Rorschach quand il entre chez son pote. Donc il y a plus ou moins des parallèles. De toute façon, il y a beaucoup de parallèles entre une multitude de personnages en fait de Watchmen et certains des personnages ici. C'est-à-dire, par exemple, dans Angela, on peut retrouver un peu de Rorschach, mais pas seulement. Dans Laurie, on retrouve aussi un petit peu du comédien. On retrouve
différents personnages de Watchmen mélangés avec d'autres caractéristiques et parfois mélangés avec d'autres personnages de Watchmen dans plusieurs personnages. Ça, j'apprécie bien en fait, le remélange de tout ça pour donner une version qui ressemble beaucoup à Watchmen, mais un peu différente. Pareil, sur la fin du monde, comme je dis, on remélange les choses. Dans Watchmen, la fin du monde, c'était la guerre froide. D'ailleurs, c'est ce que dit Looking Glass, hein, il parle de la fin du monde par la guerre nucléaire. Et ensuite, quelques années plus tard, le même personnage croit encore, ou en tout cas, est inquiet encore de la fin du monde, mais cette fois par les calamars. Donc finalement, on a remplacé une peur de la guerre froide par une autre peur qui elle aussi, finalement, elle bloque les conflits, d'accord, entre humains, mais finalement, c'est encore une peur. C'est une paranoïa aussi dans la population et on voit que ça a quand même des conséquences sur la vie de tous les jours. Donc même s'il n'y a pas la guerre atomique, ça a des conséquences dans la vie de tous les jours. En plus, Looking Glass, c'est aussi un personnage qu'on avait déjà présenté dans quelques scènes. On avait vu ses liens avec Angela, on avait vu son bunker. Donc c'est pas un truc qui sort de nulle part. C'est un peu le problème que j'avais eu avec l'épisode de Laurie, qui était bien, mais c'est que le personnage de Laurie, on l'avait jamais vu avant. Donc on met un épisode consacré à elle, alors qu'on l'avait jamais vu avant. Pour ça, voilà, j'avais un petit truc avec. Là, au moins, le personnage, on l'a travaillé avant, et quand il arrive, ça va très bien. Sinon, il y a plein de réponses dans cet épisode, quand même. Pas toutes les réponses, hein, évidemment, on est un peu plus de la moitié maintenant, parce qu'il y a 9 épisodes. Mais il y a pas mal de réponses, notamment grâce, évidemment, au groupe de Rorschach qui attire le Looking Glass. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'ils ont utilisé la laitue pour l'attirer, parce que je me demandais ce que ça foutait là, pourquoi est-ce qu'il y a un détail comme ça? C'est-à-dire, tu mets pas une laitue, faut que ça ait un sens pour un scénariste. Surtout que c'était revenu sur le tapis pour que le spectateur n'oublie pas qu'il y avait une histoire de laitue. Et donc, c'était en fait pour créer un chemin de miettes de pain pour Looking Glass. Là aussi, je me suis dit, la coïncidence, c'est énorme. Qui tombe sur les Rorschach comme ça, la coïncidence, c'est énorme. Et heureusement, c'est bien écrit, c'est pas une coïncidence. Il le cherchait activement. Et aussi, pourquoi est-ce qu'il le connaissait? Le sénateur travaille avec eux. Donc là, on a des réponses sur le fait que le sénateur utilise le groupe de la 7e cavalerie depuis la White Night, parce que lui-même dit que c'est depuis cet événement-là que Judd s'est occupé de la police et lui s'est occupé des terroristes, en gros, pour essayer de maintenir le calme. Mais aussi pour un autre objectif qu'on connaît pas encore. Donc ça veut bien dire que Judd et le sénateur sont pas acquis à l'idéologie de la 7e cavalerie. D'ailleurs, lui-même dit, voilà, c'est une bande de racistes un peu débiles et je les utilise. Donc ils sont pas acquis à leur idéologie, ils les utilisent pour autre chose. Et notamment pour, apparemment, je pense, peut-être faire dévoiler toute cette vérité, puisqu'il a une vidéo d'Ozymandias. Ce qui répond aussi à qui fait tomber les calamars de l'espace, c'est le gouvernement américain. Alors, est-ce que le gouvernement russe est au courant? Parce que, d'ailleurs, il y a une question, est-ce que l'URSS existe encore? J'ai l'impression que oui, puisqu'on a le Red Scare, donc je pense que l'URSS existe encore, mais personne l'a dit officiellement, clairement. Mais voilà, en tout cas, les États-Unis sont au courant. Est-ce que l'URSS est au courant? Et donc, il y a un complot, en fait. Et ça, je trouve, ça va bien avec Ozymandias aussi, le fait qu'Ozymandias a tout fait pour faire élire Redford, qui est un président à gauche. Puisque dans le comic, quand même, Rorschach est très à droite, mais Ozymandias, on comprend quand même qu'il est plutôt vers des idées libérales. Donc, voilà, pour moi, ça va bien en personnage. Ensuite, ils utilisent un portail. Donc, on sait pas quoi ils vont s'en servir de ce portail. Il y a d'autres réponses avec Ozymandias, par exemple, dont on apprend qu'il est donc sur une lune de Jupiter, un des nombreux satellites naturels de Jupiter. On peut pas savoir lequel, hein, je crois qu'il y en a plus de 80. Mais il me semble que récemment, Saturne a dépassé Jupiter en planète ayant le plus de satellites. Et donc, clairement, il est sur une autre planète, enfin, sur une autre lune. Et je me pose la question vraiment de qui l'a capturé là, parce que il y a le Warden Master, le Game Warden, pardon, Game Warden, parce que j'ai fait un mélange entre Game Master et donc il y a le Game Warden qui est donc un autre clone qui me fait un peu penser d'ailleurs au cowboy là, justicier que regardait Will dans son film en noir et blanc au tout début de la série. Enfin bref, et qui il parle notamment de leur dieu qui les aurait abandonnés. Est-ce que ça serait Manhattan leur dieu ou est-ce que ça serait Lady Trieu? Parce qu'en même temps, il sort du truc pour créer Help Me avec les cadavres. Donc évidemment, ça fait énormément référence à Tales from the Black Freighter, puisqu'il utilise les cadavres comme un radeau de secours, en fait, et pour que ce soit visible par un satellite. Ce qui veut dire, d'ailleurs, qu'il était au courant qu'il y avait un satellite. Alors, est-ce qu'il l'a vu en faisant des expériences?
Je suis pas sûr parce que ça a l'air d'être la première fois qu'il sort vraiment, puisque il n'avait pas créé tout le scaphandrier et tout, donc ça a l'air d'être la première fois. Et s'il est au courant qu'il y a un satellite, ça veut bien dire qu'il sait où il se trouve et qu'il sait à qui appartient ce satellite. Et j'ai envie de dire que ce satellite, il doit appartenir à Lady Trio. Enfin, pour moi, c'est le premier truc qui vient à l'esprit, c'est pas Manhattan. Peut-être le gouvernement américain, mais c'est vrai que le premier truc qui vient à l'esprit, c'est plutôt Lady Trio. Je sais, parce que ça voudrait dire qu'il est au courant qu'il est là, donc ça veut dire qu'il aura accepté l'offre de Trio pour venir là, et finalement il reculerait. Enfin, voilà, quand même, ça répond à quelques questions. On sait qu'il est bien dans un truc holographique, protégé sur une autre planète, d'accord, mais on sait pas qui l'a envoyé là, pourquoi, est-ce qu'il a vraiment accepté au départ puis il a refusé, qui a créé tous ces clones, parce que quand il parle de Dieu, moi je pense à Manhattan, mais je sais pas. Voilà, donc ça répond quand même à quelques questions, ça dévoile pas tout. À la fin de son message, oui, il y a un Help Me et il y a un D à la fin de son message. Alors, est-ce que c'est le nom d'un personnage qu'on connaît pas? Est-ce que c'est Dr Manhattan? J'en sais absolument rien, donc à voir. Est-ce que c'est juste un autre mot qu'on nous a caché? On verra. Sur Manhattan aussi, un tout petit détail. Ça fait pas mal d'épisodes, enfin pas mal d'épisodes. Ça fait 4-5 fois qu'ils évoquent la possibilité que Manhattan se dissimule en humain. Par exemple, là, avec Who Did Justice, il y avait Will qui en parlait aussi. Comme Will, en plus, est dans les projets de Lady Trio et compagnie, je me demande si ça va pas jouer un moment. Où en fait, on va découvrir que si Dr Manhattan s'est caché en humain. Alors peut-être pas parmi les personnages qu'on connaît, mais qui serait dissimulé dans la population, en fait. Donc, on verra tout ça. Avec Angela, je pense qu'on aura beaucoup de révélations dans l'épisode suivant. En plus, vu que là, c'est des journées qui s'enchaînent, on va bientôt arriver à la fin du compte à rebours avec Will et compagnie. Donc, on aura sans doute l'explication du plan. Oui, il y a encore plein de clins d'œil, parce que j'y pensais avec Who Did Justice. Un clin d'œil auquel j'ai pensé, c'est quand Who Did Justice a sa relation sexuelle avec le type dans la série. Ça m'a fait penser à la scène où la mère de Laurie se fait violer. Enfin, il y a une tentative de viol, parce qu'elle se fait pas violer, mais il y a une tentative de viol du comédien sur la mère de Laurie, qui s'appelle Jupiter d'ailleurs. C'est marrant, puisque Ozymandias est sur la planète Jupiter. Alors son nom, je crois que c'est enfin, il y a des C, des Z et des K, mais ça ressemble un petit peu à Jupiter. Jushipzek peut-être, je sais pas du tout, mais j'ai du mal à le prononcer à m'en souvenir, mais un de ses noms c'était Lady Jupiter, peu importe. Et le comédien essaie de la violer, et c'est là que Who Did Justice intervient pour arracher le comédien et le défoncer. D'ailleurs le comédien lui dit ah oui c'est ça que t'aimes, hein. Faire du mal aux autres, ou c'est ça que t'aimes, quoi, le côté sadomaso. Et Who Did Justice est un peu quand même reculé par tout ça, un peu dégoûté. D'ailleurs, Who Did Justice, il est plus ou moins sous-entendu qu'il serait homosexuel, puisqu'on raconte qu'il avait une histoire avec la mère de Laurie, mais qu'en même temps, ils étaient ensemble, mais en même temps sans vraiment l'être. Donc, on pouvait se poser des questions, en effet, là-dessus. Et ça me fait un peu penser à cette scène-là. Après, voilà, il y a des clins d'œil un peu de partout, donc je peux pas penser à tout. Mais voilà, pour moi, c'était l'un des meilleurs épisodes, parce que le personnage Looking Glass, je l'ai vraiment trouvé intéressant, qui était un petit peu travaillé en amont, tout ce côté paranoïaque, j'apprécie vraiment. En plus, on a des réponses. On a d'autres questions, évidemment, mais voilà, on est à peu près à la moitié. On a des réponses. On en apprend davantage sur le sénateur et le groupe de la 7e cavalerie. L'enquête avance à grands pas d'un coup, puisque Angela est dénoncée par un micro dans le cactus. Un micro dans le cactus. J'aime beaucoup le personnage de Laurie. Ça, j'aime beaucoup le personnage de Laurie Blake, la façon dont elle parle avec Looking Glass, la mirror guy à chaque fois pour le faire chier. Et au moment où il s'en va, ah, au fait, et là elle sort le truc sérieux. Ça me fait aussi un peu penser, d'ailleurs, elle prend un petit peu la personnalité de son père, je trouve. Pas dans l'extrême non plus, mais elle a une façon un petit peu nonchalante de prendre les choses que j'aime bien à ce côté-là. Et donc Angela se fait arrêter. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de réponses dans les épisodes là, l'épisode à venir et certainement après. Mais en tout cas, on les sent arriver, ça fait plaisir. Et voilà, très bon épisode. Sur ce, au revoir.